Salut tout le monde, salut Catherine. Salut Pablo, salut à toutes et à tous. On a une surprise pour vous. On a une petite surprise pour la fin. Mais avant, dans ce petit débrief politique de la semaine, on voulait vous parler du conclave, enfin de la fin du conclave, du renouveau du conclave, sur la question des retraites et aussi de la manif donc d'aujourd'hui, de cet après-midi, on a enregistré vendredi, contre les fascismes. C'est demain la manif. Oui, mais en fait, on fait comme si on était samedi, puisque la vidéo est diffusée samedi. Donc oui, c'est demain, nous sommes dans un espace-temps parallèle. Donc, la manif de cet après-midi. On commence par le conclave. Donc le conclave, qui est mort de sa belle mort, j'ai envie de dire. On n'avait pas beaucoup d'espoir. Ah, attends, d'abord j'y vais moi. Vas-y toi. On n'avait pas beaucoup d'espoir quant à la réussite de ce conclave, c'est-à-dire que selon la volonté de François Bayrou, ils arrivent, donc les partenaires sociaux, à savoir les syndicats de salariés et puis les syndicats ils n'étaient pas tous convoqués d'ailleurs, et les syndicats patronaux arrivent à se mettre d'accord autour d'une réforme putative des retraites, hein, du système de retraite. Le pari était très audacieux, même à mon avis complètement fantasmagorique, et tellement fantasmagorique que dès le départ, Force ouvrière était sortie, avait dit non mais en fait allez vous faire voir, nous on participe pas à cette mascarade. Et au fur et à mesure des... LFI aussi avait dit que c'était une blague. LFI exactement, mais LFI ne participait pas. Oui, non mais ce que je veux dire c'est que dans les gens qui avaient énoncé le caractère délirant du truc, il y avait LFI. Et en fait au fur et à mesure des semaines, on a bien compris que potentielle blague c'est devenu une véritable blague. Et le coup de massue est tombé dimanche, dans la mesure où le Premier ministre a pris la parole pour dire oui, au départ j'avais dit sans totem et tabou, finalement il y a un totem et un tabou, c'est l'âge de départ à la retraite, on ne reviendra pas dessus. Bon. Et donc évidemment ça a fâché les restants de ce conclave, notamment la CGT qui a dit bon puisque c'est comme ça, nous aussi on se barre, on se lève et on se casse. Donc là, on en est là. La CFDT, qui reste dans ce qui reste de ce conclave, a dit bon nous on va faire une proposition pour changer les règles du conclave et du coup faire changer son objet. Et changer son objet. On change tout. Et genre à savoir est-ce que ça reste le conclave? Bon, c'est une vraie question. Mais voilà, ils veulent tout changer avec. Ce que j'ai compris, j'ai entendu le numéro 2 de la CFDT s'exprimer hier. Ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, ils voulaient rattraper Force ouvrière et la CGT, leur dire de revenir autour de la table. Ils ne veulent pas continuer dans le périmètre qui est aujourd'hui celui du conclave sans FO et la CGT. Donc ils veulent les rappeler. Est-ce qu'ils vont y arriver? Je ne le pense pas. Voilà, parce que... Ah oui, juste point important, après je te donne la parole. La raison invoquée pour l'institution de ce tabou et totem de l'âge de départ à la retraite selon François Bayrou, c'est la guerre. Il dit entre-temps, on doit se mettre en mode économie de guerre, donc on ne peut pas imaginer avoir un système déficitaire de quelques milliards d'euros, horrible en 2030, horrible, alors qu'on va dépenser des dizaines de milliards, voire des centaines de milliards pour se préparer à la guerre. Le deux poids, deux mesures est assez violent. Lorsqu'on le regarde en face et qu'on regarde les sommes qui sont envisagées pour se préparer, pour construire une défense, et les toutes petites sommes à côté de déficit du système de retraite. Alors, le premier truc que j'ai entendu une émission, c'est ce soir, sur la question du financement de la défense, où il y avait notamment Michael Zemmour, mais il y avait aussi d'autres gens très bien, genre Clémentine Autain qui était fort intéressante. Et dans cette émission, Michael Zemmour a fait une remarque sur l'emploi de économie de guerre. Il a dit que ça n'a pas de sens de parler de ça. Parce que l'économie de guerre, c'est si toute l'industrie se mettait à produire pour la guerre. Ce n'est pas du tout ça qui est envisagé. Donc là, il y a un effort
qui est envisagée, substantielle, non négligeable, 50 milliards de plus pour la guerre, mais enfin, ce n'est pas l'économie de guerre. Je trouve que on ferait bien de... Enfin, je veux dire, Macron, il l'utilise à tout bout de champ, on est en guerre contre le Covid et désormais contre je ne sais qui, mais on ferait bien de ne pas reprendre leurs mots... économie de guerre, non mais stop. Bon, bref. Je pense que la question qui se pose avec la soi-disant réforme des retraites, c'est que, enfin, Bayrou, quand il arrive, il se rend compte, et il le sait, tout le monde le sait, que c'est un abcès de fixation énorme dans la société française et qu'il n'y aura pas de résolution de la crise politique tant que cette question-là ne sera pas soldée. De toute façon, à l'Assemblée nationale, la majorité des députés sont contre la réforme des retraites. D'ailleurs, on ne leur a pas demandé de la voter. Et entre le nouveau Front populaire et le Rassemblement national, il y a une majorité pour faire tomber l'ancienne réforme. Donc personne n'est d'accord avec ça. Et ça fait un nœud qu'on ne pourra pas défaire si on ne revient pas sur cette question. C'est pour ça que Bayrou a accordé ce conclave. C'est qu'en fait, lui, il est arrivé, c'était le meilleur jour de sa vie. Enfin, il était au pouvoir et aux manettes. Il n'avait pas l'intention de sauter comme Michel Barnier. Donc, il a fait à la fois un diagnostic sur le problème de la réforme des retraites qui n'avait pas reçu complètement son assentiment à l'époque, quand c'était Borne qui était à la manœuvre. Bayrou avait trouvé que les partenaires sociaux avaient été très maltraités et que ça n'allait pas. Donc, il n'était pas tout à fait d'accord à l'époque. Et donc, il pensait qu'il y avait un problème qu'il fallait dénouer, un problème de fond. Et deux, il pensait ainsi satisfaire une demande des socialistes qu'il avait mis en numéro 1 de leurs exigences pour ne pas censurer qu'il y ait la remise à plat de la réforme des retraites. Donc, il a accordé cela. Le problème, c'est que, en fait, cette question de la réforme des retraites, ensuite, elle s'est très très vite refermée parce que Bayrou a dit il y a 50 milliards de déficit, ce qui n'était pas vrai. Ensuite, il a dit qu'il fallait retourner à l'équilibre en 2030. Ensuite, il a dit qu'il fallait que tous les partenaires sociaux se mettent d'accord sur la proposition, ce qui n'est pas possible parce qu'évidemment, il n'y a pas qu'une solution et notamment, il y a des antagonismes entre les salariés et le patronat. Enfin, je veux dire, il ne faut quand même pas être sorti de l'ENA pour comprendre une chose pareille. Et enfin, bon, là, il y a eu, à mon avis, l'espèce de maladresse, parce qu'en fait, il dit qu'il est contre le retour, qu'il ne croit pas au retour à 62 ans. Il avait déjà fait chiffrer 63, mais pas 62, par la Cour des comptes. C'était déjà une indication. Et en fait, je pense que beaucoup se satisferaient de 63, parce que tous les syndicats sont entrés dans ce conclave avec l'objectif de faire tomber l'âge de départ à 64 ans. Donc si ça redescendait à 63, la CFDT s'en satisferait très probablement. Donc il a dit je suis contre 62 ans, il n'a pas dit qu'il était contre 63, mais enfin, ceci étant, on a bien compris que le conclave était dans un périmètre tellement restreint et tellement contraint qu'il n'allait pas déboucher. Donc la CGT a dit bon bah salut. Mais en fait, moi, ce qui me semble important de voir, c'est que cette question des retraites, il y a 3 propositions qui sont sur la table. Et qu'elles ne sont pas arbitrées et elles ne peuvent pas être arbitrées simplement entre partenaires sociaux. Ça, moi, je le crois. Autant je pense que c'est important de maintenir la démocratie sociale, donc on ne peut pas faire sans les partenaires sociaux, et le paritarisme, c'est-à-dire que c'est eux qui en ont la gestion. Mais ceci étant, il y a 3 propositions qui sont sur la table. Le maintien il y en a 2 sortes sur le maintien de la retraite par répartition, qui est soutenu en gros par les syndicats, mais avec un bémol qui est que la CFDT, elle est pour une retraite à points. Ce qui n'a pas du tout l'assentiment de la CGT et de Force ouvrière. Donc on a quand même une division à l'intérieur. Or, je pense que la CFDT, elle vise à remettre, notamment à travers des critères de pénibilité, etc., remettre sur le tapis cette question de la retraite à points. Et la deuxième grosse proposition alternative, qui est portée par désormais officiellement le patronat et officiellement par Édouard Philippe, c'est la retraite par capitalisation. Avec les deux, non seulement retraite par capitalisation, mais également
augmentation de la durée de cotisation pour pouvoir partir à la retraite. Donc c'est pas une capitalisation pure et dure, c'est pas tu ramasses du fric et tant que tu n'as pas ramassé du fric, tu pars pas. Tu pars quand tu considères que tu as assez ramassé, c'est aussi avec des règles et ils sont pour le faire reculer à 65. On sait qu'Édouard Philippe avait proposé 67 et on voit de plus en plus que nous sont mis sur le devant de la table la retraite à 70 ans. Et donc c'est ce nœud-là que tout le monde identifie, tout le monde voit bien que c'est une question, il y a des propositions qui sont de nature différente. Et c'est pas simplement de nature différente sur la retraite. En fait, c'est de nature différente sur notre modèle social. C'est des propositions donc qui engagent le politique, qui engage l'organisation de notre pays, et finalement qui engage la gueule de la France. Dans quel pays nous vivons et dans quel pays nous vivrons. Et donc, je ne vois pas comment on peut dénouer cette question en dehors d'une élection, moi, à mon avis, une élection présidentielle, et que ce ne soit pas passé en catimini comme l'avait fait Emmanuel Macron lors de la dernière élection à l'occasion de la projection d'un PowerPoint insensé. Voilà. Donc, pour moi, ce que je pense, c'est que, en vérité, Bayrou avait bien identifié le problème. En vérité, la réponse ne pouvait pas venir ni du conclave, ni même de l'Assemblée telle qu'elle est constituée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution en dehors de la rediscussion. Donc, il pouvait y avoir des aménagements, très certainement, mais le fond du problème, c'est qu'il va falloir en discuter. Maintenant, on approche du moment où il va falloir trancher la question de quel modèle social, et modèle social, c'est plus large que la retraite, évidemment. J'ai deux petites choses à ajouter. La première chose, c'est que tu as tout à fait raison sur l'ampleur en fait du débat qu'il faut qu'il y ait. Et aujourd'hui, on se rend compte, toutes les dernières réformes des retraites ont été des réformes paramétriques. C'est-à-dire que vous avez la droite ou le néolibéralisme qui prend notre système, qui prend certains paramètres et qui tape dessus, en gros. Et qui genre, du coup, augmente l'âge de départ à la retraite, qui baisse les pensions, qui supprime les critères de pénibilité, blablabla. Donc, ils ont, parfois qu'il peut les rajouter aussi, hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de réflexion, en fait, générale sur l'inscription des retraites dans notre système social en général. Et c'est ce débat-là, effectivement, qu'il faut avoir. Non pas pour essayer de faire gagner le système par capitalisation, parce que ni toi ni moi, on est pour ce système, mais pour redonner un sens au système par répartition. C'est-à-dire que moi, je pense que si on a un débat à la hauteur sur le sujet, on pourra lui redonner des bases saines, le réfléchir et même si aujourd'hui on voit que quand même la population, tu l'as répété et tu l'as rappelé, les députés sont contre le système actuel et la totalité des syndicats. La deuxième chose, c'est que il y avait un sous-enjeu en fait à cette question du conclave et de réforme des retraites, c'était la question de la censure, notamment par le Parti socialiste. On se souvient au moment de l'arrivée, on va dire, à Matignon de François Bayrou, s'était posé la question de la censure et Bayrou avait dit bah non mais on va pas y avoir la censure parce que je vais vous proposer une réforme des retraites via ce conclave. Et donc le Parti socialiste, en partie pour cette raison, s'était abstenu sur la censure. Sauf qu'il n'y avait pas que cette raison-là, et je pense que c'est important de le rappeler. Il y avait aussi la question de l'agenda et du calendrier, et du fait que si on censure Bayrou, alors il y a une potentielle dissolution de l'Assemblée nationale, voire, vu le bazar, une potentielle démission du président de la République et les élections corrélées, et que le Parti socialiste estimait que la gauche n'était pas prête à affronter ce type d'élection et que ça ouvrait potentiellement la porte à l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national. Cette question-là, elle est toujours d'actualité, puisque de façon inopinée, il peut y avoir des dépôts de motions de censure. Alors,
il y avait comme horizon, c'était le mois de juin, parce qu'en fait c'était au mois de juin que le conclave devait rendre ses décisions, enfin sa proposition en tout cas, et donc tout le monde était là, au mois de juin il y aura peut-être, s'ils n'arrivent pas à une conclusion, il y aura peut-être une motion de censure qui sera votée par le Parti Socialiste et le Rassemblement National. Là, ça a finalement un peu accéléré le calendrier, puisqu'on voit qu'ils n'arrivent pas à une solution, et donc on se dit, ça se trouve, la semaine prochaine, il y aura le dépôt d'une motion de censure, et comme il n'y a pas de proposition sur les retraites, sachant qu'une majorité de Français largement est contre l'actuelle réforme, le gouvernement peut tomber la semaine prochaine. Mais je ne suis pas certain, vu tous les autres paramètres, qu'aujourd'hui, ça soit le choix ni du Rassemblement National, ni du Parti Socialiste. Donc en fait, on est dans une espèce de statu quo, où rien ne va avancer, où Macron est très content parce que sa réforme des retraites, finalement, va rester telle qu'elle a été votée, enfin telle qu'elle a été adoptée, et justement pas votée il y a 2 ans. Bayrou va tenir, parce que le Parti Socialiste n'a pas décidé de voter la motion de censure. Bon, et puis voilà, et puis c'est parti. Ouais, alors moi je pense qu'il y avait en effet des problèmes de calendrier, c'est-à-dire que ça tombait très très bien le mois de juin, parce que le mois de juin c'est plusieurs choses en fait, c'est le congrès du Parti Socialiste, c'est aussi le moment où l'Assemblée nationale peut de nouveau être dissoute, c'est-à-dire qu'en fait le fait de reporter toutes les échéances en fait à juin, en vérité à septembre, parce que personne n'imagine qu'il y aura une dissolution de nouveau au début de l'été. Donc ça sera, s'il y a une motion de censure et que le gouvernement tombe et que Macron décide de redissoudre l'Assemblée nationale, il pourra le faire à partir de juillet, en fait. Tout ça, on voit bien qu'il y a une espèce de nœud qui est en train de se nouer là. Alors, moi, j'ai 2 choses à dire sur les histoires de calendrier des 2 acteurs. Alors, FI sont prêts à voter la censure, pas de problème. D'une certaine manière, les écologistes et les communistes sont aussi ready pour la censure, eux, il n'y a pas de problème. Les 2 forces qui doivent bouger par rapport à la censure, c'est le Parti Socialiste et le Rassemblement National. Alors, le Parti Socialiste aura fait son congrès, et donc, de ce congrès, il n'y a pas que lui qui aura fait son congrès, il y a aussi le congrès de Place Publique. Ah oui. Donc à ce moment-là, on va y voir un peu plus clair sur la stratégie socialiste pour l'élection présidentielle. Ce qu'on vous avait on était revenu un peu sur ça la semaine dernière. Donc ou bien les socialistes se disent c'est bon, on va faire alliance avec Place Publique et on va se mettre autour parce que Place Publique ils travaillent à la proposition d'un programme et eux ils sont prêts à travailler avec les socialistes, ils l'ont dit, qu'ils étaient prêts à construire une candidature commune pour l'élection présidentielle. Donc ou bien tous les 2 se sentent prêts et dans un temps relativement rapproché, se disent c'est bon, on a le programme, on a le candidat, éventuellement Raphaël Glucksmann, s'ils arrivent à se mettre d'accord sur ce nom, mais c'est possible qu'ils se mettent d'accord sur ce nom, parce que il faut avoir un nom quand même pour mener une campagne présidentielle. Donc ou bien il y a ça s'est décanté, ou bien ça reste du côté, c'est Olivier Faure qui gagne. C'est pas dit qu'il gagne pas. Cette semaine, ses soutiens se sont manifestés par milliers pour dire qu'il fallait que le Parti Socialiste reste ancré à gauche et que c'était ça son avenir et que donc il devait continuer de travailler avec les autres forces de gauche. Donc là, Olivier Faure, s'il gagne son congrès, son option c'est de dire il faut qu'on se mette à travailler en septembre sur un projet commun avec les forces qui voudront bien, donc notamment les communistes et les écologistes. Est-ce que les communistes et les écologistes répondront? Enfin bon, ça c'est encore une autre question. Mais si c'est Olivier Faure, l'idée on n'est pas prêt va demeurer. Parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on n'a pas un programme commun avec les autres forces, et parce qu'on n'a pas de candidat non plus. Donc là, je pense que si c'est Olivier Faure qui gagne, d'une certaine manière, c'est une bonne nouvelle pour Bayrou, parce que ça veut dire ça dilate. Oui, ils sont pas prêts, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la tambouille côté PS. Côté RN, au hasard de mes plateaux télé, je parlais avec quelqu'un qui est un connaisseur de l'intérieur, sans être un militant du Rassemblement National, c'est un observateur et un connaisseur de l'intérieur du RN, dans lequel il me disait, je l'interrogeais sur ce sujet, il me dit d'ici le 31 mars, tout est gelé parce qu'on attend le 31 mars, donc la décision concernant la condamnation de Marine Le Pen, est-ce qu'elle sera ou pas invalidée? Ceci étant, du côté du Rassemblement National, ils ont un problème.
c'est que en fait, ils se sentent pas prêts de partir en campagne parce qu'il y a des gros problèmes avec Jordan Bardella. En fait, la bonne idée d'avoir mis Jordan Bardella, dont tout le monde a compris que son positionnement idéologique est beaucoup plus libéral et beaucoup plus proche du reste de la droite, en fait, ne convient pas à la plupart des gens qui sont autour de Marine Le Pen. Alors Marine Le Pen, elle l'avait fait, pas parce qu'elle avait une confiance, d'une part par calcul tactique, c'est un jeune, on a du mal dans la jeunesse, on va prendre un jeune, on va prendre un mec qui cause bien sur les réseaux sociaux, il vient de la banlieue, il a un nom italien, enfin tout ça c'était pas mal, ça le faisait quoi, sur le papier, elle pensait que ça pouvait le faire, mais que c'est quelqu'un qui, en même temps, Marine Le Pen, comme son père, elle a l'enjeu de maintenir à l'intérieur du Rassemblement national une diversité d'extrême droite. Je veux dire, c'est pas, il y a plusieurs façons d'être facho quoi en France. Donc il y a la façon Marine Le Pen et la façon Jordan Bardella qui n'est pas exactement la même. Plus Bardella, il y a donc il y a une tension politique avec Bardella qui est forte avec des gens comme Tanguy ou comment il s'appelle Chenu, voilà, cette branche-là, ils ont beaucoup de mal avec l'ascension de Bardella et donc ça tend. Et l'autre aspect, c'est qu'ils se rendent compte que l'idée que Bardella, un jeune homme de 30 ans, Premier ministre de la France, en temps de guerre, etc., enfin de, je sais pas quoi, d'économie de guerre ou de tension internationale, c'est pas hyper crédible. Et que donc, ils sont légèrement en doute sur leur stratégie législative. Parce que s'ils vont à une législative et que la législative ne s'avère pas concluante, ça donnera le sentiment qu'une nouvelle fois, la France canne à donner le pouvoir au Rassemblement national, ce qui n'est pas la meilleure manière de préparer l'élection présidentielle d'après, qui reste leur objectif fondamental, que Marine Le Pen soit élue présidente. Donc en fait, là pour l'instant, ils ont cette question de si on se reprend une tôle comme en juillet 2024, comme en plus on n'est pas d'accord en interne, qu'on n'a pas le bon candidat et qu'on n'a pas le bon candidat aussi parce qu'on n'est pas d'accord entre nous. Du coup, pour l'instant, moi ce que m'a dit ce monsieur très informé, c'est pour l'instant ils sont plutôt pour temporiser. Voilà, ils attendent le résultat du 31 mars, ils sont plutôt pour temporiser. Et tout le monde a bien conscience que la motion de censure, enfin, le gouvernement ne tombe que si tout le monde vote la censure. C'est-à-dire qu'il n'est pas tombé, pas seulement parce que les socialistes n'ont pas voté la censure, il n'est pas tombé surtout parce que le Rassemblement national avait d'ores et déjà annoncé qu'il ne censurerait pas. Voilà. Et puis, dernier petit élément de trouble au sein du RN, comme on ne fait pas souvent des nouvelles du RN, dernier élément de trouble au sein du RN, c'est le fait qu'ils ont des doutes sur les victoires possibles aux élections municipales. Donc, ils n'ont pas envie d'avoir une tôle aux législatives et puis une médiocre recette aux élections municipales ou en dehors de Toulon et probablement de conserver Perpignan. Ils n'envisagent pas vraiment de grandes victoires, hein, de grandes villes de plus de 30 000 habitants dans leur escarcelle. Donc tout ça fait que le RN est plutôt sur le mode on n'accélère pas les processus pour l'instant. Voilà, ça peut changer hein, tout ça. C'était quoi déjà le deuxième sujet qu'on devait aborder? 22 mars, la manif. Eh bien, c'est une excellente transition. C'est une excellente transition avec la manif contre le fascisme donc, qui a lieu cet après-midi. Même si en fait c'est demain puisqu'on enregistre le vendredi. Donc une manif importante qui... Enfin, une manif importante. On va voir s'il y a du monde dans la rue. Une manif qui a été entachée parce qu'on en a beaucoup parlé. Voilà, son enjeu est important de rappeler que les forces qui s'opposent au fascisme sont présentes et surtout ont conscience en fait de l'urgence dans laquelle on est aujourd'hui. Alors évidemment, tous les gens à mon avis qui regardent cette vidéo sont au courant de ce qui a entaché un des appels à la manif, cette affiche avec la tête de Hanouna qui reprenait des tropes antisémites.
qui a beaucoup fait parler d'elle, qui a beaucoup posé question jusque dans les rangs des insoumis, hein, qui d'habitude vraiment défendent, ne baissent pas les yeux, comme dirait Sophia Chikirou, et défendent mordicus toutes les bêtises que peuvent dire parfois leurs responsables. Là, il y a eu, même de leur part, il y a eu des... là quand même, qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, on va voir si ça va amoindrir la puissance de cette mobilisation. Je rappelle quand même quelque chose, c'est que si la France Insoumise participe de l'appel à cette manif, c'est loin d'être la seule. Je veux dire, tous les partis politiques de gauche appellent à cette manif le 22 mars, samedi 22 mars. Tous les syndicats appellent aussi à cette mobilisation le 22 mars. Vous avez une foultitude d'associations, de collectifs, etc. Enfin, mais comme souvent, ça a été capté par la France Insoumise, sûrement parce que c'est eux qui ont la plus grosse force de frappe en matière de communication. Hein. Vous allez dans la rue, nous on est à Montreuil, tu vas dans la rue et il y a des affiches et puis elles sont flanquées, venez le 22 mars, flanquées du logo de la France Insoumise. Donc tu as l'impression que c'est une manif de la France Insoumise, alors que ça ne l'est pas. De la même manière, sur les réseaux sociaux, ils sont très présents, etc. etc. Donc il y a le problème de la captation par un seul des acteurs des mobilisations. C'est pas la première fois, c'est assez symptomatique de la France Insoumise, et c'est ça qui fait dire, même s'ils s'en défendent tout le temps, que la France Insoumise a des ambitions hégémoniques. Parce qu'évidemment, lorsqu'on croit que si demain, par exemple, il y a 10 000, 100 000, 1 million de gens dans la rue, bah, la France Insoumise va dire, bah voilà, c'est grâce à nous. Et des gens, et c'est la lecture, en fait, ce sera la manif de la France Insoumise, et il y aura eu 1 million de gens dans la rue. Je pense que s'il y en a 10 000, ils vont dire, ah bah oui, non, on ne sait pas de quoi on parle, c'est pas nous, là, pour le coup, etc. Donc, il y a la réussite, en fait, de ce genre de mobilisation passe aussi par le partage, en fait, de la scène. Ce que la France Insoumise a parfois, et je vais le dire de façon un peu bizarre, mais de par malgré elle, a du mal à le faire. C'est-à-dire que faire la démonstration qu'on n'est pas seul, c'est, à mon avis, important dans ce type de combat, et la France Insoumise a tendance à dire bah non, mais on s'en fiche, on va être tout seul, et vaut mieux montrer que c'est nous qu'on tient, c'est nous qu'on est les meilleurs, c'est nous qu'on est les plus radicaux, plutôt que de partager la scène. Voilà. Après, sur le fond, c'est une manif qui est très importante. Les vents fascistes soufflent fort partout autour du monde. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu particulier, parce que c'est pas comme en 2001 où on se mobilisait contre Jean-Marie Le Pen, en 2002 contre Jean-Marie Le Pen. Là, il y a les vents fascistes qui soufflent en France, et puis il y a les vents fascistes qui soufflent dans le monde. C'est-à-dire qu'elle revêt, il y a un double niveau, en fait, dans la mobilisation. J'espère, en fait, que ce mouvement antifasciste est en train de se structurer au niveau mondial, parce que comme ça pousse partout, il faut vraiment qu'on crée les Américains et les Américaines sont en train de souffrir sous les coups de Donald Trump. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les liens, en fait, que la gauche, au sens large, hein, pas que politique, associative, syndicale, militante, etc. Quel lien on a avec les gens qui souffrent aux États-Unis? Je ne sais pas. Moi, là, j'avoue que je suis assez sec sur le sujet. Je cherche et j'avoue que je ne trouve pas. Mais ça vaut pour tous les pays européens. Moi, je le dis tout le temps, mais je trouve qu'on manque de ces organisations internationales qui nous permettent de penser le monde et de combattre le fascisme plus efficacement. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que tu viens de dire. Cette manifestation se situe dans un moment un peu dramatique, et on a absolument besoin que ça
que ça se manifeste, cette opposition. Le truc, c'est que c'est pas parce qu'on en a absolument besoin que ça va advenir, et pas simplement pour la raison que tu as pointée. C'est vrai qu'il y a une question de comment s'articule le militantisme très très puissant de la France insoumise et le reste des autres organisations de gauche qui n'ont pas ce rapport-là aux réseaux sociaux, à la communication, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Le nouveau Front Populaire n'a pas existé parce qu'il y avait des tweets et des trucs de la France insoumise. Ça a existé parce que tout le monde y a eu sa place. Donc l'enjeu dans les grands combats, de permettre à tous de prendre leur place, de prendre sa place, pardon, c'est sine qua non pour la réussite et le succès. Donc le moment n'est pas à chercher à se faire valoir, mais à contribuer. Mais je ne crois pas qu'ils pensent autre chose, hein, la France insoumise. Je pense qu'ils pensent contribuer. Et que, en gros, ce qu'ils pensent, c'est qu'ils font ce qu'ils ont à faire et que les autres fassent ce qu'ils ont à faire. Le problème, c'est qu'il faut aussi tenir compte du fait que les autres ne fonctionnent pas de cette manière. Et que donc, il faut... c'est marrant parce qu'on a parlé la semaine dernière, on a évoqué 2005, la bataille pour le non au référendum, où le Parti communiste était le seul parti qui avait accès à la télévision dans le cadre de la campagne officielle et avait décidé de donner un peu de son temps de parole pour faire voir la diversité. D'une certaine manière, la France insoumise a le devoir de réfléchir à ça, comme l'avait fait en son temps le Parti communiste et qui avait été une condition du succès de cette campagne en 2005. Aujourd'hui, je pense qu'il faut que... D'ailleurs, c'est Aymeric Caron qui dit ça, le député France Insoumise de Paris, qui dit quand il y a des affiches comme celle dont tu as parlé qui sortent, ça retentit sur tout le monde. Alors eux, là, ils disaient nous, les autres députés, ça retentit sur France Insoumise, ça retentit sur la gauche d'une façon générale, pour le pire et le meilleur. Là, en l'occurrence, c'était catastrophique, mais même quand ils font des choses qui sont bien, du coup, ça donne... Ils ont une capacité à préempter, à mon avis, qui doit être réfléchie parce que ce n'est pas vrai que la gauche c'est seulement la France insoumise. Ça c'est faux. Ils ont une capacité de mobilisation et d'occupation d'un certain nombre d'espaces et de l'espace public que constituent les réseaux sociaux désormais, ça c'est vrai, mais s'ils ne pensent pas le reste. Alors de ce point de vue, je voulais juste faire une petite remarque qui fait un petit pas de côté par rapport à ça, c'est la vidéo, l'interview que tu as fait avec Alain Berthaud dans la Midinale, parce que Alain Berthaud, donc bon, ça, pour ceux qui suivent Regard, ils savent que c'est quelqu'un qui nous est cher et qui nous est proche. C'est un anthropologue qui milite à Saint-Denis et il venait parler parce que, alors le hasard de calendrier, c'est que c'est le 22 mars aussi qu'ils avaient prévu de faire une réunion des collectifs pour le nouveau Front Populaire. Des collectifs locaux. Des collectifs locaux. Et j'ai trouvé intéressant dans ce qu'il a raconté, c'est la réflexion sur l'articulation entre la société et le politique. En fait, à un moment donné, tu l'interroges sur Saint-Denis et tu lui dis, est-ce que vous allez faire une liste commune? Et lui, il dit, il faut que le Parti communiste et la France insoumise trouvent une solution. On leur demande de trouver une solution. Donc notamment qui sera la tête de liste, puisque chacun la revendique, et de revenir vers nous après. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que ça permettait de poser le fait qu'il y avait bien des espaces distincts, qu'il y avait bien des espaces de la politique qui étaient un peu différents de l'espace que représente le collectif NFP de Saint-Denis, qui lui-même agrège des tas de mobilisations plus ponctuelles ou plus circonscrites dans leur objet. Et donc tu as ces petits groupes qui convergent vers le nouveau Front Populaire, et le nouveau Front Populaire dit au parti, ok, entendez-vous et revenez vers nous pour nous faire une proposition. Et je trouve que ça commence, là il balance quelque chose, il énonce une idée, une proposition qui permet d'avancer un tout petit peu dans ce grand indistinct qu'est la gauche, dans lequel il y a des choses différentes, des associations, des individus, des syndicats et des partis, et que les partis, ils ont une place et une responsabilité qui leur est propre, mais qui ne peut pas être
penser séparément du reste de ce qu'est la gauche. Et donc, en l'occurrence, pour boucler mon truc, France Insoumise a une responsabilité en tant que parti, mais sa responsabilité ne peut pas être séparée du reste de la gauche. Elle ne peut pas s'affranchir de sa relation avec le reste de la gauche. C'est pas mal, hein. Regardez-le. Oui, regardez l'interview. Je vais la mettre en lien dessous. L'interview d'Alain Berthaud dans la Midinale. Je trouvais ça... franchement, ça fait longtemps qu'on tourne autour. Et là, je me suis dit, tiens, il y a une petite percée là qui... Dernier sujet, la petite surprise, la petite cerise. Non, mais je ne sais pas ce qu'on va en dire, mais ça nous fait notre pause café. Ouais. Là, le fait, donc on a appris ça dans Paris Match. C'était la une de Paris Match. C'est bon journal. Bon journal Bolloré. Non, c'est plus Bolloré maintenant. C'est plus Bolloré? Non, c'est Arnaud. C'est Bernard Arnaud. Ah bon? Ouais, il l'a repris. D'accord. Bon journal Arnaud. Donc, une de Paris Match. La fille de Brigitte Macron, Tiffaine Aussière, sort avec Cyril Hanouna. Et donc, on les voit comme ça en train de partager genre une entrecôte ou je sais pas quoi au restaurant. Et j'avoue que c'est quand même choquant. En fait, tu vois, genre, c'est quand on voit ce que représente Cyril Hanouna qui sort avec la belle-fille du président, il y a un truc sport. Alors après, je vais commencer. Elle a le droit de sortir avec qui elle veut. Enfin, je veux dire, moi, je suis pour la liberté de l'amour. Je veux dire, si elle l'aime, s'ils s'aiment, s'ils sont tombés amoureux, bon, bah, ok, d'accord. Le problème, enfin, le truc, c'est que ça dit quand même des choses politiquement, tu vois. Ça dit, genre, en fait, on imagine leur pas du dimanche. Ça dit que c'est possible, exactement. Bah, ça dit que c'est possible. Voilà, moi, enfin, je veux dire, là, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de frontière étanche et on ne demande pas sa carte avant de tomber amoureux. Mais on ne tombe pas amoureux par hasard de quelqu'un. Il y a assez peu de chances que je tombe jamais amoureuse d'un facho, quoi. Ça me paraît très, très, très incertain, ça. Ça veut dire que cette... Mais t'es sûre? Oui, je suis sûre. Je pense d'ailleurs que je n'ai jamais aimé que des communistes. Non, mais c'est vrai, hein, ça fait très longtemps que dans ma vie, il n'y a jamais eu que des communistes. Donc ça doit vouloir dire quelque chose. Soit que je suis un peu étroite, soit que c'est cohérent avec ma vie. Mais moi, c'est pas mon cas, enfin. Quoi? Moi, je n'ai pas aimé que des gens de gauche. Mais bon, c'est un autre sujet. Nous en parlerons plus tard. C'est bien le problème, mon cher Pablo. C'est bien le problème, exactement. Entre c'est bien une question dont j'aime bien discuter avec toi. Mais, bref, mais ce que je veux dire, c'est que ça veut dire... Il y a quand même des systèmes de valeurs, des goûts, des intérêts dans la vie qui ne sont pas complètement... surtout quand on est un bonhomme comme Cyril Hanouna, qui fait de la politique toute la sainte journée, et quand on est une femme comme cette femme qui est chroniqueuse chez Cyril Hanouna, et qui vit dans une famille dans laquelle on doit faire de la politique aussi toute la sainte journée, quoi. Ce ne sont pas des gens qui sont détachés de l'univers politique. Et donc pour moi, cette possibilité même, je me suis dit, je résiste tout le temps à l'idée que, je sais pas quoi, les transferts de la Macronie vers l'extrême droite, moi c'est quelque chose que j'aime pas beaucoup comme concept, parce que du coup je trouve qu'on fait un grand tout et plus rien n'a de... Il n'y a plus de sens, il n'y a plus rien pour s'accrocher à rien, je trouve. Et là, je me suis dit, merde. Voilà. Je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire comme possibilité? On s'était déjà dit à propos de Betaram, d'une certaine manière. C'est-à-dire le fait que les élites considèrent que c'est possible de mettre ses enfants dans des endroits où on tape sur les gosses et où on les fait subir des régimes de torture. On s'était déjà dit, il y a quelque chose qui dans le monde de la formation des élites, en dit plus que peut-être que les simples affichages politiques. Et là, pour moi, ça en dit plus que le simple affichage politique. Exactement, et puis ça dit quelque chose de l'endogamie de ces élites, hein, parce que penser à Hanouna comme élite, Hanouna oui, mais il l'est. Non, mais il l'est. C'est peut-être pas selon nos critères, mais de fait... Il est dans le pouvoir. Il est dans le pouvoir. Enfin, il est un homme de pouvoir. Et la fille de Brigitte Macron aussi. Tu vois, elle est dans cet endroit de pouvoir. Et en fait, ils se rencontrent, ils sortent ensemble.
même si on imagine qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes idées, parce que quand même, Cyril Hanouna, il passe, même si parfois il appelle Manu au téléphone, enfin il l'a déjà fait, il passe quand même une partie de ses émissions à taper sur le président de la République et les macronistes. Donc il y a une espèce de mélange qui est vraiment Oui, mais c'est ce que je te dis, c'est quand... Oui, mais le problème, c'est pas la carte. Hanouna n'a pas la carte macronienne, ça c'est sûr. Mais n'empêche qu'il y a quelque chose de compatible dans cet univers-là. C'est cette compatibilité du mode de vie, des valeurs, des goûts, des préoccupations, des ambitions, de tout ça. Tu vois, ce bain-là qui est révélé par cette histoire et que moi, waouh! Juste parce que c'est Mediapart, enfin c'est certains journalistes de Mediapart qui l'ont mis en avant cette semaine. Il s'avère que la une de Paris Match est sortie en même temps que un article de Mediapart, une enquête de Mediapart sur les méthodes Hanouna, que je vous conseille d'aller lire si vous êtes abonné à Mediapart, qui est particulièrement hard. C'est quoi les méthodes On voit notamment, alors on apprend que il y a un manager d'un humoriste qui venait sur le plateau qui s'est fait tabasser dans les loges. On entend, il y a sa violence, la violence qu'il a eue à l'égard de Louis Boyard. Oui, ça en mais là, disait long. Il y a de la violence physique, il y a les menaces en fait qu'il a proférées en direct à l'égard d'un député, mais oui. Waouh! Et il y a les menaces qu'il a proférées à l'égard de certains de ses chroniqueurs, menaces qu'il a niées. Il a dit non mais j'ai jamais menacé machin. Et pas plus tard que vendredi, ils ont sorti les enregistrements où on le voit mais insulter et menacer de mort Mathieu Delormeau, qui était un de ses chroniqueurs. Et donc je vous conseille d'aller lire cette enquête qui est particulièrement édifiante, mais il s'avère que c'est concomitamment en fait que l'enquête sort et que y a la love story avec la belle-fille de Macron. Et donc d'aucuns en ont tiré le fil en disant ah ben voilà, c'est le contre-coup, le contrepoids en fait. Et du coup les gens ne parlent que de sa love story avec Brigitte Macron et plus de genre ces méthodes Sauf nous qui parlons des deux et on se dit waouh. Exactement. Ce que ça révèle. Ce que ça dit de l'état de notre pouvoir, en fait. Ouais, c'est ça. Qui est absolument dramatique. Après, si tu veux, on refera une émission sur est-ce qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un qui n'est de droite lorsqu'on est de gauche. Ouais, non, mais je suis d'accord. De toute façon, là, en plus, il y a droite et droite. Hein, ouais, c'est ça. Ce que j'allais te dire, c'est que là, tu vois, Hanouna, on est quand même dans... Ouais. D'ailleurs, il se sent pousser des ailes. Oui. On se refera un petit truc un jour sur Hanouna et puis sur, comment il s'appelle, Villepin. Moi, je pense que c'est intéressant. L'émergence de ces deux figures de la droite, pas du tout au même endroit. Mais enfin, je veux dire, la droite... Il y a Karine derrière qui fait une tête sans. Mais pourquoi il parle de ça? Non, mais moi, ce que je pense, c'est que la droite n'a pas de solution. Je veux dire, la gauche n'a pas beaucoup de solutions, mais la droite n'en a pas non plus. Ça fait partie. Hanouna et Villepin. Je ne sais pas si Hanouna ira au bout, et pas non plus Villepin d'ailleurs, mais je trouve ça symptomatique d'une recherche du côté de la droite pour trouver des incarnations à des politiques. Nous, on n'a pas ça, c'est vrai, à gauche. On n'a pas Villepin ou Hanouna. Non mais tu vois, non mais nous c'est toujours, nous c'est François Hollande et Jean-Luc Mélenchon. Waouh. Non, pas vrai, tu exagères. Raphaël Glucksmann. Mais non, il y a François Ruffin, il y a Clémentine Autain, non c'est pas vrai. Mais par contre il y a personne qui s'impose. Mais on a. Excuse-moi, c'est moins rigolo que Villepin et Hanouna. Hein. C'est moins rigolo, mais bon c'est peut-être plus solide aussi quand même. On va dire, d'accord, bon. Sur ce, à la semaine prochaine. Ciao. Bon, c'était rigolo. Oui, c'était rigolo. D'avoir parlé.